L'expression littéraire la plus parfaite du refus de la réalité est peut-être celle offerte par Georges Courteline dans sa célèbre pièce Boubouroche, 1893. Boubouroche a installé sa maîtresse, Adèle, dans un petit appartement. Un voisin de palier d'Adèle avertit charitablement Boubouroche de la trahison quotidienne dont est victime ce dernier. Adèle partage son appartement avec un jeune amant qui se cache dans un placard chaque fois que Boubouroche rend visite à sa maîtresse. Fou de rage, Boubouroche fait irruption chez Adèle à une heure inhabituelle et découvre l'amant dans le placard. Colère de Boubouroche, à laquelle Adèle répond par un silence mécontent et indigné. « Tu es si vulgaire, déclare-t-elle à son protecteur, que tu ne mérites même pas la très simple explication que j'aurais aussitôt fournie à un autre, s'il eût été moins grossier. Le mieux est de nous quitter. » Boubouroche l'admet aussitôt, ses torts et le mal fondé de ses soupçons. Après s'être fait pardonner par Adèle, il n'a plus qu'à se retourner contre le voisin de palier. L'odieux calomniateur, vous êtes un vieux daim et une poire. Donc si ton client, ou ton collaborateur, ou ton associé, ou qui que ce soit t'a déjà pris pour un pigeon, ton associé t'a trahi, que ta boîte allait droit dans le mur, mais t'as continué comme si de rien n'était, cette vidéo est faite pour toi, et même si c'est pas le cas, cette vidéo est quand même faite pour toi, parce que cette vidéo, ce livre, est d'utilité publique. Honnêtement, il y a un avant et un après. Je dis rarement ça. Par quoi commencer ? C'est ça le sujet, par quoi commencer. Donc, pourquoi est-ce que je dis que cette vidéo est faite pour toi ? Parce que le problème, c'est pas que tu vois le réel, le problème, c'est que tu préfères le double. C'est vraiment un pilier pour les appels de suivi que j'effectue avec les membres de l'accompagnement. Sans ça, on ne peut pas travailler. Et ça va être une lecture que je vais proposer, comme ce que j'ai toujours fait avec les clients précédemment. Mais celle-ci est vraiment d'utilité publique. Parce que pour le cas de Boubouroche, là, que je viens de vous lire, Boubouroche a pris la distinction formelle comme une distinction réelle. Et c'est un concept qui a été relevé par Descartes à la base. Il différenciait la distinction formelle de la distinction réelle. La distinction formelle, c'est ce que je dis, et la distinction réelle, c'est le réel. Pour l'appliquer un peu à la vie de tous les jours. Il y a ce que les gens disent, et il y a ce que les gens pensent. Et je ne ferai pas l'affront de vous apprendre ça, mais il y a une très grande différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Donc partie 1, le double. L'erreur, c'est l'erreur qu'on commet. Donc je vais, tout au long de la vidéo, vous partager des expériences personnelles. Je pense que ça va être intéressant, et puis vous allez probablement vous reconnaître. Mais pour montrer que moi aussi j'ai fait ces erreurs, je l'ai fait il y a très récemment. Voilà. Par exemple, je voulais acheter un billet de train en espèces, pour des raisons qui m'appartiennent, loin d'être anticapitaliste, mais je trouve que je n'aime pas trop cette idée que les banques aient 100% la mainmise sur mon argent et qu'ils sachent tout ce que je fais. Moi, j'aime cette logique de souveraineté, de résilience. Je l'entreprends partout dans tout ce que je fais. Que ce soit au travail, par exemple, la plateforme que pour les membres de l'accompagnement, elle est 100% hébergée, auto-hébergée. C'est-à-dire que je ne dépends d'aucune plateforme, je ne dépends pas de School, je sais pas, peu importe les plateformes, mais voilà. Comme ça, je ne dépends pas des plateformes, je ne dépends pas de Google Docs, je ne dépends pas de Drive, je ne dépends pas de Microsoft, je ne dépends de personne, je ne dépends pas d'Apple, je suis souverain. Et cette souveraineté, je la recherche dans tout ce que j'entreprends. Donc voilà, pour revenir à nos moutons. Donc j'ai voulu acheter un billet de train en espèces via une carte Apple à la poste. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Pourquoi est-ce que j'ai fait un peu ce geste un peu débile, on peut le qualifier de débile ? Tout simplement parce que je manquais de sommeil, donc mes capacités cognitives étaient divisées par 100. Je sais pas, il n'y a pas d'études exactement, mais on peut très bien estimer que c'est divisé par 10. Et quand vos capacités cognitives sont divisées par 10, vous n'êtes plus... Comment je pourrais qualifier ça ? Vous n'êtes plus lucide. Voilà, pour reprendre les mots de Macron. Bah si, je suis lucide. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. C'est pas peur de se second tour. Donc là, c'est exactement agir dans le double. J'ai fait ce qu'il fallait.
c'est-à-dire acheter un billet de train, mais j'ai cru en achetant des tickets Apple à la poste, j'allais pouvoir payer un billet de train sur l'application. Si je veux payer en espèces, en réalité, il faut aller à un guichet. Il faut aller à un guichet avec une personne, et là seulement vous pourrez payer en espèces. Je trouve ça abusé d'ailleurs, hein, je ne comprends pas. Parce que des bornes automatiques, on peut très bien ajouter un côté espèce, et voilà, tu rentres tes billets et c'est tout. Mais non. Évidemment, il faut tracer les gens, sinon c'est pas drôle. Donc l'idée centrale de Clément Rosset, c'est qu'il y a le réel et il y a le double. Si j'agis sur le double, donc dans mon histoire personnelle ici, j'agis sur le double, c'est-à-dire j'agis pas sur le réel, j'agis sur le fait de payer le billet de train avec des cartes Apple. Donc voilà. Deuxième exemple. Moi, quand j'étais chez mes parents, il y avait du bruit insupportable dans la maison, et moi je pensais que le problème c'était la porte. Je pensais qu'en fait, c'est chiant, on parlait avec mon père de faire la porte, etc. Il procrastinait, enfin je trouvais qu'il procrastinait et qu'il n'allait jamais la faire. Et du coup, je m'engueule avec lui, je rentre en confrontation sur le fait qu'on ne fait pas la porte. Je m'angoisse à ce sujet. Mais là, encore une fois, c'est le double. J'agis pas sur le réel. Mon problème, c'est pas la porte, mon problème, c'est le bruit. Ça change toute la perception. Parce que si mon problème, c'est le bruit, j'ai d'autres possibilités qui s'offrent à moi. Je peux changer de pièce, je peux travailler dehors, je peux travailler, je sais pas, dans une voiture. J'ai plein d'endroits, si mon vrai problème, c'est le bruit. Alors que si mon problème, c'est la porte, je reste bloqué sur la porte, et je me dis qu'il n'y a pas de solution, qu'il est feignant, nanani, nanana. Je pourrais très bien aussi faire la porte, mais bon, il le voulait pas. Une des autres idées de Clément Rosset, c'est l'illusionner. L'illusionner voit très bien, il a déplacé le réel. Et là, dans le rôle de l'histoire avec mon père, c'était clairement ça. J'étais illusionné. J'ai déplacé le réel. Au lieu de me concentrer sur le bruit, je me suis concentré sur la porte. Et c'est ce que Clément Rosset dit dans le livre. Je vous invite vraiment à le lire. Moi, mon objectif après la vidéo, c'est que vous partiez le lire. Je vais donner l'exemple d'un de mes cousins qui voit le racisme partout. Il en est sûr, mais quand tu creuses vraiment, en fait, tu t'aperçois qu'il est illusionné. C'est-à-dire qu'il voit tout à partir de ce prisme. Mais sauf que quand tu creuses la réalité, c'est qu'il manque juste de compétences commerciales, parce que voilà, c'est dans le domaine professionnel, etc. Il manque de compétences commerciales, et il a déplacé le vrai problème. Il dit que c'est la société, c'est les autres. Sauf que quand tu regardes, c'est pas que la société, c'est aussi qu'il manque des compétences commerciales. Il a déplacé le réel, c'est le principe de l'illusionner, c'est celui que vous devez retenir dans cette vidéo. Partie 2, l'attente, le prisme, le réel a toujours raison car il ne se trompe jamais. Si l'événement a surpris l'attente, c'est l'attente qui est coupable, le réel a toujours raison. Je vais donner un autre exemple, on va dire que je vois que ces prismes-là, mais bon, c'est le sujet que je rencontre dans la vie de tous les jours, donc voilà, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous, comme on dit. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! J'ai un ami qui me partage l'expérience, je sais plus, d'un boxeur, Cédric Doumbé, je sais plus, ou quoi que ce soit, qui... j'ai plus les tenants et les aboutissants de l'histoire exacte. En gros, il a réussi, il a une belle voiture, il va sur les Champs-Élysées. Un vendeur lui fait peut-être une remarque déplacée. Mais je suis pas sûr, parce que c'est le téléphone arabe, puisque c'est lui qui m'a raconté l'histoire. Je suis pas allé la vérifier, parce qu'en réalité, je m'en fous. Moi, c'est la finalité qui m'intéresse. Donc, il me dit, mon ami, que il y a du racisme en France. Que les gens sont racistes, etc., même quand tu réussis. Ok, j'entends, pourquoi pas. Et donc moi, je lui partage mon expérience. Je lui explique que moi, personnellement, encore une fois, c'est mon expérience personnelle, fâchez-vous comme vous voulez, c'est mon expérience personnelle, vous pouvez rien dire. Je n'ai jamais subi de racisme en France. Le seul racisme que j'ai subi en France, c'est pas la part des Français, c'est la part des Marocains, pour être précis. Donc je lui partage cette expérience, et même quand je lui partage cette expérience, il ne répond pas, et il continue à dérouler son histoire. Ou à appuyer en argumentant. Comme si le réel ne l'intéressait pas. Mon expérience ne l'intéressait pas. Il aurait fallu que ça conforte son idée.
Le cas de mon ami, finalement, c'est qu'il attendait que le monde corresponde à son filtre. Il a son filtre, tout ce que lui veut, c'est un peu le biais de confirmation, finalement. C'est, je veux confirmer mes idées. Je ne veux pas les remettre en question. Moi, je suis noir, je suis en France. J'ai vécu toute ma vie en France, dans un village. Je pense quand même qu'on peut prendre en compte mon expérience. Ou bien on prend que les expériences qui vont dans l'autre sens. Je suis là encore pour nuancer. Moi, je commence à en avoir marre. Je pense qu'il faut qu'on vive dans un monde où on nuance, où on contextualise. Car en fait, tout est contextuel. Un conseil pour toi n'est pas le même conseil pour un autre. Pardon. Un conseil pour un client n'est pas le même pour un autre. Et heureusement, sinon j'aurais plus de travail. Sinon je balançais mes conseils universels et puis vous appliquez bêtement tête baissée. Et on fait plus rien. Tout est contextuel, tout est nuance. Il faut arrêter de voir les choses de manière binaire, soit noire, soit blanche. Et voyez les nuances de gris qu'il y a. Je vais continuer d'argumenter en prenant l'exemple de certains clients que j'accompagne. C'est le cas de beaucoup avant de rejoindre l'accompagnement, et ça, il y a un vrai travail de fond à faire là-dessus, c'est qu'ils voient le monde de manière juste, injuste. Comme s'il y avait une loi qui régissait le monde et qui disait que ça c'est juste, ça c'est injuste. Le chat qui mange la souris, c'est injuste. C'est pas injuste, c'est la nature. Tu peux le qualifier de cruel, ou tu peux le qualifier comme la nature. C'est toi qui le vois. Et le chat qui mange la souris ne le mange pas par méchanceté, il le mange parce que c'est dans sa nature. Donc ils ont des clients Ferrari, c'est-à-dire des clients haut de gamme qui dépensent le plus chez eux, et qui, voilà, les font danser, s'amusent un peu avec eux, comme un chat avec une souris, avant de la manger. Et il dit que ça c'est injuste. Une voiture qu'on lui vend et qui devient défectueuse, injuste. Son ami, leurs amis qui les trahit, c'est injuste. Donc tout ça, c'est de l'énergie que vous perdez. Au lieu d'évaluer le monde, mettez cette énergie pour le traverser. Il y a tout... Là, je reviens à la vidéo comprendre les autres. C'est que tout comportement a une logique pas forcément logique pour vous, mais une logique pure et dure. Personne n'agit de manière illogique. Dans leur référentiel, c'est logique d'agir ainsi. Qu'est-ce que vous leur avez, je vais y arriver, qu'est-ce que vous leur avez autorisé ? Le client Ferrari qui te fait danser, il y a peut-être une raison derrière. C'est que tu as accepté des deals avant qui sont extraordinaires. Donc pour lui, ça devient la norme, c'est sa façon de négocier. Un autre point de Clément Rosset aussi, c'est que le réel a toujours raison. Il n'a pas raison au sens moral, mais au sens logique pur. Par exemple, il pleut, tu dis, il a raison de pleuvoir. Mais la pluie, elle s'en fout. C'est juste la nature, en fait. La pluie, il pleut, c'est tout. C'est ni mal, ni bien, ni juste, injuste. Le tort, finalement, ici, c'est ton attente. Que le temps soit beau. Tu attends que le temps soit beau, et tu dis qu'il a tort de pleuvoir. Je prends évidemment un exemple simple ici. Mais voilà, le réel a toujours raison, car il ne se trompe jamais, parce qu'il est logique. Il est logique au sens de logique, pas au sens moral. Je vais illustrer le passage là avec la citation de Clément Rosset, que j'aime beaucoup. Le réel est comme un vin trop fort, on le coupe avec l'eau du sens pour le rendre agréable à boire. Par exemple, il y a un coucher de soleil. Tu le regardes et tu dis « il est beau ». Mais le coucher de soleil, il est lui-même, c'est tout. C'est toi qui ajoutes c'est beau, c'est magnifique, ça a un sens, c'est la finitude de la vie. Et c'est finalement aussi ce que le philosophe fait, c'est qu'il ajoute du sens au réel. C'est toi qui ajoutes du sens au réel. Il est lui-même le réel, sans plus. Le problème, c'est pas le coucher de soleil, c'est pas qu'il soit beau, c'est pas qu'il soit ainsi. C'est que t'arrives pas à le laisser être sans y mettre une couche d'interprétation. C'est pour ça que j'aime bien la citation d'avant. Le réel est comme un vin trop fort, on le coupe à l'eau du sens, avec l'eau du sens, pour le rendre agréable à boire. Finalement, je t'invite à faire cette introspection, c'est
ou est-ce que tu viens mettre de l'interprétation sur le réel? Et tu verras que c'est pas un travail difficile à faire, forcément il y a des angles morts. Le monde n'est pas juste, le monde est idiot. Idiot au sens étymologique, c'est qu'il est unique, quelconque, banal. Le réel est idiot, sans sens particulier. Et c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire aussi que t'arrêtes de demander des comptes au réel et tu commences à agir. Comme dirait l'autre, tu te trompes de combat, mon grand. Partie 3, le coefficient d'inattention à la vie. Le désir de rien t'aime fuir le présent. Ah, ça c'est là je l'attendais. Quand je le lisais, je me disais déjà, punaise, ça je vais en parler en vidéo. Donc, le coefficient d'inattention à la vie, qu'est-ce que c'est? Le concept, c'est que le présent est trop brutal. Donc c'est pour ça qu'on y ajoute de l'interprétation dans un premier sens, dans un premier temps. Donc le présent est trop brutal, l'esprit le transforme en passé ou en futur. Exemple, tu perds un proche. À l'instant où tu apprends la nouvelle, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout de suite dans le futur, c'est-à-dire les funérailles, les papiers, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Prévenir la famille, organiser. Ou tu vas dans le passé. Les souvenirs. J'aurais dû passer plus de temps avec lui. J'aurais dû lui dire ci, j'aurais dû lui dire ça. Si seulement j'avais fait plus de choses. Mais tu restes jamais dans le présent. Parce que le présent, c'est il est mort. Et ça, c'est trop brutal. Ici, c'est juste un diagnostic que je pose ici. Ça veut pas dire que c'est mauvais et qu'il faut justement aller dans le présent. Il n'y a pas de c'est bien, c'est mal. Encore une fois, c'est contextuel, ça dépend de ta situation actuelle. De quel état tu te trouves. Tout est contextuel. C'est ça qu'il faut retenir. Ouais, voilà. L'exemple de l'examen, quand on était à l'école, tu rates un examen, tu te dis « j'aurais dû réviser plus » ou « la prochaine fois, je vais tout déchirer ». C'est soit le passé, soit le futur. Jamais dans l'instant présent. Parce que l'instant présent, c'est admettre que j'ai échoué l'examen. Et ça fait mal, ça. Là, au niveau du cœur, j'ai échoué l'examen. Ah ouais, ça pique, hein. Je vais prendre l'exemple de mes clients. Ils viennent me voir, ils disent « je veux développer ma boîte ». Tu creuses, tu vois qu'ils font 70 heures semaine, ils veulent développer la boîte alors qu'il y a du stress, qui carbure à la honte et au sacrifice. Et voilà, tu creuses, tu vois qu'ils font 70 heures semaine, tu leur dis de déléguer, et eux, oui, mais après, quand j'aurai délégué, je pourrai me concentrer sur l'essentiel. C'est le futur, et c'est jamais « je suis en train de me détruire là, maintenant ». Ils refusent d'accepter le réel et le présent. Je vais prendre l'exemple de Into the Wild. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le film de l'histoire de Chris McCandless. Le film, en réalité, m'a quand même touché. J'étais pris au ventre à la fin du film. Qu'on peut le qualifier de bon ou mauvais. Moi, j'ai quand même apprécié. Certains disent que je me suis reconnu. Mes amis disent qu'ils me reconnaissent dans ce film. Mais moi, pas du tout. Pas du tout. J'espère être un peu plus malin que lui. Sans vous spoil. Ouais, je vais même pas vous spoil, je vais pas vous raconter la fin, mais j'espère mieux finir et être plus malin que lui à la fin. Et même au début. Donc, Chris McCandless, il veut la liberté, il se barre en Alaska, il en a marre, en gros, c'est un peu une logique anticapitaliste, carriériste, anticarriériste, il en a marre. Et donc, il court, il veut la liberté. Il se barre en Alaska, mais sauf que la liberté, c'est pas une destination. Tu rentres pas dans la liberté comme tu rentres dans une pièce. C'est une direction. Il court après le double de la liberté. Il désire, mais il a un désir inatteignable. Il désire rien. Et c'est ce que dit Clément Rosset dans son livre. Attention aux gens qui ne désirent rien. Désirer plus de liberté, ce n'est pas un désir. C'est désirer rien. Pour prendre l'exemple de mes clients, je vois passer énormément de personnes qui ne désirent rien. Ils veulent... Et même leur désir, en réalité, ils veulent pas trouver. Parce que stopper, ça stoppe... Parce que trouver, ça stoppe le désir. Le détour... Comme je crois que c'est Montaigne qui disait ça. Le désir se détourne une fois conquis. Parce qu'une fois que tu trouves, ça fait peur. Ça veut dire tout ce que tu as cherché pendant toutes ces années, tu l'as enfin trouvé. Qu'est-ce qui se passe après?
Et on en revient un peu à la mort. Ça nous fait penser à la mort. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de maintenant jusqu'à ma mort? Tu veux pas te suicider. Donc tu veux pas trouver. Parce que si tu trouves pas, tu restes dans l'état en fait où t'es et qui te convient parfaitement de manière inconsciente. C'est confortable de chercher sa vocation plutôt que de faire un vrai choix. Donc attention à ça, ne faites pas cette erreur de ne désirer rien, parce que vous n'allez jamais trouver, et vous allez perdre votre temps. Partie 4, l'action pertinente. Le réel ouvre l'action pertinente. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, si tu agis sur le réel, tu n'agis plus sur le double ou sur l'autre, tu es sur le réel. Et donc le réel, c'est une suite logique. Si tu as du dessus, bon, c'est évident. Ce livre, c'est vraiment une caisse à outils. C'est une caisse à outils indispensable que j'utilise. Je suis content de l'avoir vu et trouvé. C'est vraiment votre caisse à outils. Vous en aurez besoin. Mais c'est vrai que de le voir sur soi, c'est pas évident. De faire ce travail, d'aller voir son double, quel est mon double, quel est le réel, parce qu'on a tous des angles morts. Et je conçois que ce ne soit pas évident, et c'est pour ça que c'est mon travail. Parce que le jour où ce sera évident, et c'est pas près d'arriver, je serai au chômage. Donc le double ouvre l'action sur le mauvais problème, le réel ouvre l'action pertinente. Voilà, prends ton business par exemple, tu penses que le problème c'est que t'as pas assez de clients, alors tu passes ton temps à prospecter, mais le vrai problème c'est peut-être que ton offre est pas claire, que tu vends pas au bon prix, pas aux bonnes personnes, que tu passes tes journées à faire des trucs que tu devrais déléguer. En fait, c'est un peu confondre corrélation et causalité. La cause, c'est vrai, c'est que t'as pas de clients. Le réel, c'est pas forcément que tu dois aller prospecter. C'est tout ce que je viens de mentionner. C'est que tu vends pas, peut-être pas au bon prix, que tu vends pas aux bonnes personnes, que tu passes tes journées à faire des trucs qui ne servent à rien, t'es dans l'opérationnel, En fait, déjà, un chef d'entreprise, il ne doit pas passer son temps dans l'opérationnel. C'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle des outils d'intelligence artificielle qui arrivent. Tu as de la main-d'œuvre à moindre coût. Maintenant, avant, tu devais payer je ne sais pas combien pour recruter une secrétaire ou quoi que ce soit. Maintenant, il y a une intelligence artificielle qui fait tout à ta place et qui fait beaucoup moins d'erreurs, probablement, à terme. Et même maintenant, en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc ici, le double te fait agir sur des symptômes. Le réel te fait agir sur la cause. La cause, c'est tout ce qu'on a mentionné. Moi, tout à l'heure, avec mon histoire du billet de train, au lieu de dormir, j'inventais des systèmes de billetterie absurdes. C'est exactement ça. Je me concentrais sur le double, au lieu de me concentrer sur le réel. Évidemment, j'avais mes capacités cognitives qui étaient divisées, donc forcément. Donc Clément Rosset prend dans le livre la Madeleine de Proust. Le réel, donc je pense que vous connaissez l'histoire de la Madeleine de Proust. Le réel était là quand il mangeait la Madeleine, quand il la mangeait enfant. Il est revenu intact quand il l'a remangée adulte. Entre les deux, que des représentations. Il s'imaginait la Madeleine, elle doit vraiment être bonne, etc. Ça, c'était le double. À partir du moment où il l'a mangée enfant et à partir du moment où il l'a remangée en étant adulte, c'était que de la représentation, que de la perception, que du double. Du double, pour être juste dans mes mots. Pour conclure, le réel est idiot, unique, sans sens, sans duplication. Et accepter ça, c'est accepter que tu n'auras jamais la version parfaite. Moi, avec mes clients, j'aurai jamais la version parfaite, j'aurai jamais parfaitement le réel. Mais je fais avec les informations que j'ai. Parce que il y a ce que le client me dit quand il me raconte son histoire. Il y a ce qu'il ne me dit pas. Il y a ce qu'il sait qu'il ne me dit pas. Ce qu'il sait pas qu'il ne sait pas. Il y a ce qu'il sait qu'il sait. Il y a ce qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas. Il y a ce qu'il sait qu'il ne sait pas. Je vous ai pas perdu, j'espère. Donc, on fait avec les informations qu'on a. Un bon médecin, vous émet que des hypothèses. Mais des hypothèses, heureusement, avec l'expérience et le temps, sont justes au final. Mais comme on n'a jamais parfaitement le réel, on ne peut pas qualifier ça comme une loi universelle. On n'a pas le réel. Le réel est idiot, sans sens, il est unique, sans double, sans sens particulier. Ça fait mal d'accepter ça. Mais une fois que tu acceptes ça, tu peux te concentrer sur l'action pertinente. Tu passes à autre chose. Pour citer Clément Rosset, pour finir,
Le réel, c'est la seule chose qu'on met toute sa vie à accepter parce que ça fait mal. Mais c'est vrai que c'est aussi la seule chose qui ouvre l'action pertinente. Donc la question, c'est pas comment arrêter de souffrir, c'est sur quoi est-ce que je peux agir. Et tu peux agir, et tu peux pas agir sur un double, tu peux qu'agir sur le réel. Donc pour moi, la question, c'est combien d'énergie tu dépenses chaque jour dans des histoires qui n'en valent pas la peine. Et parce que ton temps, c'est de l'argent. Et donc au final, ça fait combien de CA, combien de chiffre d'affaires mensuel, hebdomadaire, annuel, ça se calcule. Comment est-ce que tu le calcules, ça? Donc si tout ça, ça te parle, si tu en as marre de gaspiller ton énergie dans des histoires qui n'en valent pas la peine, et que tu le calcules en chiffre d'affaires de combien ça pourrait faire, réserve un appel juste en dessous, on en discute, c'est pas un appel de vente, c'est juste, je te fais goûter mes petits apéritifs, et si tu les aimes bien, on travaillera ensemble potentiellement. Et c'est une logique une logique pure. C'est, tu prends gratuitement, si ça te convient pas, tu t'en vas, tu rentres pas dans mon restaurant, et si ça te convient, bah, on travaillera ensemble, et puis je t'offrirai des petites entrées, un petit apéritif, un petit dessert, un petit digestif en plus du repas. Donc voilà, réserve un appel juste en dessous, et si tu veux avoir accès à ma fiche de lecture, avec ma fiche de lecture sur le livre, parce que t'as pas le temps de le lire, malheureusement, eh bien, regarde en description aussi, il y a ma fiche de lecture, et puis tu verras, tout est applicable à un entrepreneur comme toi qui travaille beaucoup et qui est bloqué dans l'opérationnel. Sur ce, très bonne journée à toi.